Il existe plusieurs théories sur l'apparition de la Lune dans notre ciel. Et récemment, une nouvelle idée a émergé. Mais avant de parler de cette nouvelle venue, examinons les hypothèses les plus populaires concernant la formation de la Lune. Selon la théorie de la capture, le satellite naturel de la Terre aurait d'abord été un corps errant, un peu comme un gros astéroïde. Il se serait formé ailleurs dans le système solaire avant d'être capturé par la gravité de notre planète au moment où il passait à proximité. L'hypothèse de l'accrétion suggère que la Lune s'est formée en orbite autour de la Terre en même temps que notre planète, apparue dans l'obscurité du cosmos. La théorie de la fission, quant à elle, affirme qu'à un moment donné de son développement, la Terre tournait tellement vite qu'une partie de sa matière s'est détachée et s'est mise à orbiter autour d'elle. Enfin, la théorie de l'impact géant, la plus populaire actuellement, affirme que la Lune s'est formée lors d'une collision entre la Terre et une autre planète hypothétique appelée Theia, qui était beaucoup plus petite, probablement de la taille de Mars. Les débris qui en ont résulté se sont mis en orbite autour de la Terre et ont formé la Lune. Passons maintenant à la nouvelle théorie que nous vous avons annoncée. Selon elle, notre satellite se serait formé immédiatement, en quelques heures, après la collision entre la Terre et Theia. La matière des deux planètes aurait été projetée directement dans l'orbite de la Terre juste après l'impact. Elle aurait formé la Lune et laissé des traces à l'intérieur de notre belle boule bleue. Dans les scénarios précédents, on pensait que les restes de Theia avaient été dispersés dans l'espace et s'étaient mélangés à un peu de matière provenant de notre propre planète. Mais alors, pourquoi observe-t-on des similitudes aussi frappantes entre la composition de la Lune et celle de la Terre ? Se pourrait-il que Theia ait été semblable à la Terre d'un point de vue isotonique et chimique ? C'est peu probable. Mais selon notre nouvelle théorie, davantage de matériaux terrestres auraient été utilisés pour créer la Lune, en particulier ses couches extérieures. Cela pourrait expliquer cette similitude de composition. Une autre théorie tente d'expliquer cette mystérieuse similitude, le modèle synestien. Selon elle, notre satellite se serait formé à l'intérieur d'un tourbillon de roches vaporisées lors de la collision. Mais cette théorie ne permet pas d'expliquer l'orbite actuelle de la Lune. La nouvelle théorie, en une seule étape, nous offre des explications plausibles pour les similitudes de composition et l'orbite de la Lune. Elle pourrait également apporter des réponses à des mystères non résolus jusqu'à présent. Comme ce scénario place la Lune sur une orbite plus large et lui confère un noyau non entièrement fondu, il pourrait expliquer l'inclinaison de l'orbite du satellite et la minceur de sa croûte. Quoi qu'il en soit, pour confirmer l'une de ces théories, il faudra analyser les futurs échantillons lunaires qui seront ramenés sur Terre par les prochaines missions Artemis de la NASA. Les scientifiques auront ainsi accès à des matériaux provenant des profondeurs de la Lune et ils pourront comparer si les données réelles correspondent au scénario proposé. Par le passé, les missions Apollo ont déjà ramené environ 1/3 de tonnes de roches et de terre provenant de notre satellite. Ces échantillons ont montré que la Terre et la Lune présentèrent des similitudes chimiques remarquables. Ils ne peuvent que suggérer une chose. Ces objets spatiaux ont eu une histoire commune. Si la Lune avait été formée ailleurs et avait ensuite été capturée par la gravité de notre planète, sa composition serait très différente de celle de la Terre. Mais si elle avait été créée en même temps que la Terre, ou si elle s'était détachée de notre planète, le type et la proportion de minéraux sur la Lune seraient les mêmes que dans nos contrées. Mais ils sont un peu différents. Les minéraux de la Lune contiennent moins d'eau que leurs homologues terrestres. Le satellite est également plus riche en matériaux qui se forment rapidement à haute température. C'est pourquoi le modèle de formation de la Lune le plus accepté aujourd'hui est celui de l'impact géant. Les météorites provenant de la Lune sont également une grande source de données pour l'étude des origines de notre satellite. Elles peuvent nous en apprendre encore plus sur la Lune que les échantillons d'Apollo. En effet, ces météorites proviennent de toute la surface de la Lune. Les échantillons d'Apollo, quant à eux, ont été collectés à un seul endroit, près de l'équateur, sur la face visible de la Lune. Penchons-nous maintenant sur Encelade, la lune glacée de Saturne, l'un des endroits les plus prometteurs pour la recherche de la vie en dehors de la Terre. Les scientifiques viennent d'y détecter le dernier des 6 ingrédients nécessaires à sa formation, le phosphore. Cet élément très rare a été découvert dans un océan de cette lune. Le phosphore contribue à la fertilité des sols sur Terre. Mais la concentration de ce minéral dans les mers gelées du lointain satellite pourrait être de 100 à 1000 fois supérieure à celle des océans de notre planète. C'est peut-être parce que l'océan d'Encelade est riche en carbonate, tout comme l'eau gazeuse. Et cette eau gazeuse est susceptible de dissoudre les phosphates présents dans les roches de la Lune. Cette nouvelle découverte suggère également que sur d'autres lunes glacées de Saturne,
Comme Titan, les eaux pourraient également être chargées en phosphore. Pourquoi les scientifiques sont-ils si enthousiastes à propos de ce minéral? Les phosphates, qui sont des composés contenant du phosphore, sont des composants essentiels de la vie sur Terre. L'ADN, l'ARN et les membranes cellulaires en contiennent. Mais parmi les 6 éléments nécessaires à la vie, à savoir le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, le phosphore et le soufre, le phosphore est le moins répandu. En 2004, la sonde spatiale Cassini a pénétré dans la poussière du second anneau extérieur de Saturne, appelé l'anneau E. Cette poussière s'est constituée d'éclats de glace éjectés par Encelade. Il s'est constitué de grains de glace éjectés par Encelade. Et en étudiant ces grains, examinés par le Cosmic Dust Analyzer de Cassini, les chercheurs ont détecté du phosphore. Encelade est la 6e plus grande lune de Saturne. Elle n'est pas vraiment grande. Elle ne fait que 500 km de diamètre. Elle serait donc assez petite pour tenir à l'intérieur de l'Arizona. On devrait essayer ça un jour. Il est intéressant de noter que lorsque la sonde spatiale Cassini est arrivée pour la première fois sur Saturne, les astronomes pensaient qu'Encelade serait une boule de glace gelée. Puis, surprise! Ils ont repéré des panaches de particules glacées et de vapeurs d'eau s'échappant de geysers à la surface de cette lune. Il est apparu clairement qu'il existait un océan global entre son noyau rocheux et son enveloppe glacée. Les mêmes chercheurs avaient précédemment découvert que la lune de Saturne pourrait également abriter des molécules organiques complexes. Auparavant, les scientifiques pensaient que les phosphates pouvaient être piégés dans les noyaux rocheux d'Encelade et d'autres corps similaires. C'est pourquoi les travaux les plus récents, qui laissent entendre que les phosphates pourraient également abonder dans l'océan, ont été une véritable surprise. Des chercheurs ont examiné 305 grains de glace provenant de l'anneau E de Saturne et ont découvert que 9 d'entre eux contenaient des phosphates. Et ces résultats étaient clairs et nets. C'est très important car il y a quelque temps, on pensait que la phosphine, un composé d'hydrogène et de phosphore, existait dans les nuages de Vénus. Mais personne n'a réussi à trouver la moindre preuve étayant cette théorie. Sur Encelade, par contre, il n'y a pas de controverse, et les phosphates existent bel et bien. Les astronomes considèrent Europe comme l'un des endroits les plus prometteurs du système solaire pour la recherche de nouvelles formes de vie. Tout cela parce que cette lune possède un immense océan d'eau salée d'une profondeur de 60 à 160 km. Oui, il est caché sous une couche de glace dont l'épaisseur est estimée entre 15 et 30 km. Mais elle reste potentiellement habitable. Les astronomes affirment que des panaches d'eau jaillissent dans des fissures de cette couche de glace et libèrent le contenu de l'océan lunaire dans l'espace. Bien entendu, il sera difficile pour toute mission en quête de vie organique d'accéder à un environnement aussi profond. Le bon côté des choses, c'est que les scientifiques disposent déjà d'éléments indiquant qu'il existe des bassins beaucoup plus superficiels, qui se trouveraient donc probablement beaucoup plus près de la surface de la Lune. Ils pourraient même se trouver à moins d'1 kilomètre sous la glace. Cette nouvelle est doublement réjouissante. Tout d'abord, elle accroît les chances d'existence d'une vie sur Europe. Et deuxièmement, si c'est bien vrai, cela peut faciliter les missions futures visant à trouver ces formes de vie, du moins s'il y en a. Ensuite, nous avons Titan, la plus grande lune de Saturne. Elle est plus petite et sa gravité est plus faible que celle de la Terre. Mais elle nous rappelle encore notre planète. Comme sur Terre, l'azote domine son atmosphère. Titan est le seul autre monde de notre système solaire à posséder des lacs et des rivières. Ces masses d'eau sont constituées d'hydrocarbures, de méthane et d'éthane. Il existe également un océan d'eau souterrain. Mais il est situé très profondément, et personne n'a encore déterminé si cet océan entrait en contact avec quoi que ce soit de la surface. Si tel est le cas, il pourrait fournir matière à la vie après s'être mélangé à la chimie complexe de la surface. Mais Encelade et d'autres lunes glacées ne sont pas les seuls endroits du système solaire susceptibles d'abriter ou d'avoir abrité la vie. En 2003, Mars Express, une sonde lancée par l'Agence spatiale européenne, a découvert du méthane dans l'atmosphère de Mars. Sur notre planète, la majeure partie de ce gaz atmosphérique est produite par des créatures vivantes, par exemple par le bétail qui digère la nourriture et émet, tu sais, des gaz. Cependant, les scientifiques pensent que ce méthane a été stable dans l'atmosphère martienne pendant environ 300 ans. Et puis, en 2006, le méthane avait presque entièrement disparu de la planète rouge, et cela s'est produit 600 fois plus vite que ne le prévoyaient les projections des chercheurs. La question est de savoir ce qui a généré ce gaz et où il a bien pu passer.
Un autre mystère martien concerne les microbes qui pourraient dormir sous la surface de Mars. Ils pourraient y avoir été protégés des radiations de l'espace pendant des millions d'années. Des scientifiques ont simulé les conditions régnant sur Mars dans un laboratoire pour vérifier si cela pouvait être vrai. Ils ont été stupéfaits de découvrir que des bactéries pouvaient facilement survivre dans de telles conditions pendant 204 millions d'années. C'est une longue durée de vie. Cela signifie que si la vie a existé sur Mars, nous pourrions en trouver la preuve dans le sous-sol de la planète en forant le sol martien. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'eau vive sur Mars, et les cellules ou les spores y dessécheraient, tout simplement. De plus, la température de la surface est similaire à celle de la glace sèche. En d'autres termes, elle est plus que gelée. Autant laisser tomber. Pourtant, 6 types de bactéries et de champignons pourraient en vivre sous terre sur la planète rouge. Le plus probable d'entre eux est surnommé Conan la bactérie, en raison de sa nature coriace. Enfin, c'est l'avenir qui nous le dira. Quoi qu'il en soit, si nous ne trouvons pas de vie en dehors de la Terre dans notre système solaire, nous pourrions probablement en chercher sur des exoplanètes. C'est ainsi que l'on appelle les planètes situées en dehors de notre système stellaire. Certaines d'entre elles semblent très prometteuses. L'exoplanète la plus proche de la Terre est Proxima Centauri b. Elle se trouve à seulement 4,2 années-lumière de la Terre. Récemment, les astronomes ont découvert que ce monde pourrait ressembler à la Terre encore plus qu'ils ne l'avaient imaginé. Cette planète est seulement 17% plus massive que la nôtre. Elle est en orbite autour d'une étoile plus faible et moins grande que notre Soleil. Proxima Centauri b se trouve au milieu de la zone habitable de l'étoile. Cela signifie qu'il y a de fortes chances que de l'eau liquide et de la vie existent sur cette planète. Il semble également que l'exoplanète soit verrouillée par son étoile parente. L'un de ses côtés fait face à l'étoile en permanence. L'autre est toujours plongé dans l'obscurité. Les scientifiques n'ont pas encore déterminé si la planète possédait une atmosphère. Elle voyage trop près de son étoile et parcourt son orbite en seulement 11 jours terrestres. Le rayonnement de l'étoile pourrait arracher l'air de la planète. Si tel est le cas, Proxima Centauri b ne devrait pas avoir d'eau liquide à sa surface. Gliese 832c se trouve à 16,2 années-lumière de la Terre, à l'échelle du cosmos. C'est un jet de pierre. Cette exoplanète est 5 fois plus massive que la Terre et voyage beaucoup plus près de son étoile mère. C'est pourquoi une année sur celle-ci ne dure que 36 jours. Mais comme cette étoile est une naine rouge, beaucoup plus froide et plus faible que le Soleil, Gliese 832c reçoit autant de lumière et de chaleur que notre propre planète. En même temps, on ne sait toujours pas si elle est semblable à la Terre. La planète possède probablement une atmosphère beaucoup plus épaisse qui crée un emballement de l'effet de serre. Ce phénomène se produit lorsqu'une planète absorbe plus de chaleur de son étoile haute qu'elle ne peut en renvoyer dans l'espace. En d'autres termes, Gliese 832c ressemble davantage à la brûlante Vénus qu'à notre Terre, relativement froide. Tu prends une paille géante et tu commences à gonfler Saturne. Elle devient de plus en plus grosse, et plus grosse, et plus grosse encore. Ça suffit. Maintenant, ajoutons-lui des anneaux géants. Voilà, je te présente Super Saturne, également connu sous le nom de Saturne sous stéroïdes. C'est un objet réel que les scientifiques ont découvert en 2012, une planète nommée J1407b. Et les astronomes ne sont toujours pas certains de ce dont il s'agit vraiment. Il pourrait s'agir d'une géante gazeuse comme Jupiter ou Saturne dans notre système solaire. Dans ce cas, elle n'aurait pas de surface solide. Donc si tu voulais mettre le pied sur cette planète, tu tomberais simplement à travers elle jusqu'à son noyau. Mais il pourrait aussi s'agir d'une naine brune, soit quelque chose entre une grosse planète et une étoile à part entière. De tels objets doivent être suffisamment lourds pour déclencher des réactions thermonucléaires, comme celles qui se produisent à l'intérieur des étoiles. Mais la puissance de ces réactions est trop faible pour que les naines brunes brillent et émettent de la chaleur. Pour imaginer la taille et le poids de J1407b, regardons notre Terre. Si tu mets notre planète sur une balance, celle-ci indiquera son poids en tonnes d'un 6 suivi de 21 zéros. Notre planète fait environ 12 700 km de diamètre. C'est Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire. Son diamètre est 11 fois plus grand que celui de la Terre. Elle est aussi 318 fois plus lourde. Si Jupiter était un seau, tu pourrais y mettre 1321 terres. Et voici notre héroïne du jour, Super Saturne. Elle est presque 20 fois plus grande que Jupiter. Pour équilibrer la balance, il faudrait mettre 6360 terres de l'autre côté. Les anneaux de cette planète sont si vastes que s'ils étaient dans le système solaire, ils occuperaient plus de la moitié de l'espace entre le Soleil et la Terre.
Et si Super Saturne échangeait sa place avec notre Saturne à nous, tu pourrais voir ses anneaux à l'œil nu. Ils seraient plus grands qu'une pleine lune. On peut supposer que ces anneaux sont apparus de la même façon que ceux qui entourent notre Saturne. Selon une théorie, il serait ce qu'il reste d'une lune aujourd'hui disparue. Son orbite n'était pas stable et au fil du temps, la Lune a été mise en pièces par les forces de marée de l'énorme planète autour de laquelle elle tournait. De petits morceaux de cette ancienne Lune ont pris place sur l'orbite de la géante. Ils sont entrés en collision les uns avec les autres, exactement comme dans un mixeur. Après un certain temps, il n'est plus resté que des particules de poussière et de glace se déplaçant autour de la colossale planète. Une autre théorie suggère que les anneaux sont apparus après que la Lune soit entrée en collision avec un astéroïde ou avec une autre Lune. Le mixeur gravitationnel a alors fait son travail et a transformé tous ces débris de Lune en anneaux. Certains scientifiques pensent que les anneaux se sont formés à peu près en même temps que la planète elle-même. Ils ne seraient donc que les restes d'une nébuleuse planétaire, à savoir un nuage de gaz, de débris spatiaux et de poussière. Plus tard, tout ça est devenu compact et s'est solidifié pour former une planète. Nous ne pouvons que spéculer sur l'origine des anneaux de Super Saturne, mais les scientifiques affirment que leur masse représente 80% de celle de la Terre. Cela signifie peut-être que la Lune qui orbitait autour de J1407b avait à peu près la même taille que notre planète. Il y a un petit trou au milieu de ces anneaux. Les scientifiques pensent que la Lune de Super Saturne pourrait s'y trouver. Si c'est le cas, elle devrait avoir à peu près la taille de Mars. Si les scientifiques ont raison et que Super Saturne est en fait une naine brune, alors c'est une découverte incroyable. Les scientifiques pourront la regarder vieillir. On suppose que les naines brunes perdent leur énergie et rétrécissent, se ternissant peu à peu. Et quand une naine brune a épuisé toute son énergie, elle se transforme en une naine noire. Il est alors facile de la confondre avec un trou noir. Nous n'avons encore découvert de naines noires nulle part dans l'univers parce qu'il leur faudrait des milliards et des milliards d'années pour se former. Notre univers est trop jeune et aucune étoile, même parmi celles qui sont apparues dès la naissance de l'univers, n'a eu le temps de devenir une naine noire. L'un des objets les plus anciens de l'univers est cette naine blanche au nom assez long, WD 0346 plus 246. Elle a environ 11 à 12 milliards d'années et est à moitié plus froide que notre Soleil. Et elle ne cesse de se refroidir. Il lui faudrait en années environ 10 suivi de 15 zéros pour se transformer en naine noire. À titre de comparaison, l'univers est âgé, en années encore, de 1,4 suivi de 10 zéros années. Les scientifiques pensent qu'une naine noire existera pendant environ 10 suivi de 25 zéros années, se nourrissant de matière noire. Après ça, ces protons, les plus petites particules de matière, commenceront à se désintégrer. Et ensuite, la naine noire s'évaporera tout simplement. Cela prendra encore 10 suivi de 49 zéros années. Mais si les protons restent intacts, un scénario bien plus intéressant attendra la naine noire. Dans 10 suivi de 1500 zéros années, la naine noire deviendra une étoile de fer. Il s'agit en gros d'un énorme boulet de canon dans l'espace. Cette sphère de fer existera des milliards de fois plus longtemps que notre univers tout entier n'a encore existé, jusqu'à ce qu'elle se transforme soudainement en trou noir. Le processus de formation d'une naine noire est donc extrêmement long. Il faudrait un temps fou à une étoile ordinaire pour vieillir ainsi. Mais Super Saturne, si c'est une naine brune, pourrait être beaucoup plus proche de cet état. Saturne sous stéroïde n'est pas la seule planète étrange de notre univers. Voici Gliese 436b. Elle a été détectée à l'aide de la méthode du transit. Un transit se produit lorsqu'une planète se déplace entre son étoile hôte et un observateur. C'est un peu comme une éclipse lunaire. Cette planète fait 4 fois la taille de la Terre et est 22 fois plus lourde. C'est presque autant que Neptune. Elle abrite un monde aquatique hors du commun. L'eau y est solide, mais ce n'est pas de la glace. Elle a une température d'environ 270 degrés Celsius. L'eau de ta casserole se transforme en vapeur à 100 degrés Celsius, mais sur Gliese 436b, le liquide reste solide à cause de la pression extrême qui règne sur la planète. Les scientifiques ont aussi découvert que son atmosphère s'évaporait dans l'espace. C'est pourquoi il y a un nuage circulaire géant autour d'elle. Il se déplace constamment sur son orbite, ce qui donne à la planète une longue queue qui ressemble à celle d'une comète. Cancri E détient des richesses incroyables qui valent plus que tout l'argent de la Terre. Il y a des diamants éparpillés partout sur la planète. Cancri E est environ 2 fois plus large et 8 fois plus lourde que la Terre. Cette planète ne tourne pas. Un seul de ses côtés fait toujours face à son étoile hôte. Sa température de surface est presque 2 fois plus élevée que la température d'un feu brûlant.
Et comme son étoile hôte est riche en carbone, la planète contient de grandes quantités de cet élément. La pression et les températures intenses aident à transformer le carbone en graphite et en diamant. Malheureusement, cette planète se trouve à 40 années-lumière de chez nous. Il faudrait donc environ 730 000 ans pour s'y rendre avec une fusée ordinaire. Une autre planète riche en pierres précieuses est AT-P-7b. Elle se trouve à environ 1000 années-lumière de la Terre. Elle est 60% plus grande et presque 2 fois plus lourde que Jupiter. Cette planète est si proche de son étoile hôte qu'elle en fait le tour en seulement 2 jours terrestres. En raison de cette proximité avec l'étoile, AT-P-7b est presque aussi chaude qu'une naine blanche. Si tu regardes la face nocturne de cette planète, tu verras des nuages étranges. Les scientifiques pensent que ces nuages sont peut-être riches en corindon. C'est la substance qui forme les rubis et les saphirs. Il est donc probable qu'il y pleuve des pierres précieuses aussi chères que magnifiques. WASP-12b est l'une des planètes les plus sombres jamais découvertes. Un seul de ses côtés fait face à son étoile hôte. La surface de la planète est si sombre qu'elle dévore environ 94% de toute la lumière visible. Elle ressemble donc beaucoup à un trou noir. L'étoile hôte réchauffe tellement cette planète que la matière qui s'y trouve s'évapore continuellement. Puis la forte gravité de l'étoile attire ce nuage vers elle, formant un disque. Mais TRES-2b est la championne. C'est la planète la plus sombre que l'on connaisse. Elle absorbe 99% de la lumière provenant de son étoile. Ce qui signifie qu'elle absorbe plus de lumière qu'un morceau de charbon. 1% de la lumière restante est rouge car elle est réfléchie par cette géante gazeuse. De loin, cette planète a l'air vraiment maléfique. L'une des plus anciennes planètes de l'univers est PSR B1620-26b. Elle a environ 12,7 milliards d'années. Cela signifie qu'elle s'est formée environ 1 milliard d'années après le Big Bang. Cette planète est si vieille que ses 2 étoiles hôtes ont eu le temps d'évoluer. L'une est une naine blanche, l'autre est un pulsar qui fait presque 100 révolutions par seconde. Les levées de soleil sur cette planète doivent être époustouflants. En ce moment, ce système stellaire se dirige vers un dense amas d'étoiles. Il est probable que cela finisse par une collision stellaire. Le sort de cette planète est donc inconnu. Kepler 438b est l'une des planètes les plus similaires à la Terre. Elle n'est que 12% plus grande et se trouve dans la zone habitable de son étoile hôte, ni trop proche, ni trop éloignée. À cette distance, l'eau ne s'évapore pas à cause de la chaleur et ne se transforme pas en glace à cause du froid. Cette planète pourrait abriter de la vie à sa surface. À l'avenir, elle pourrait aussi devenir une nouvelle demeure pour l'humanité. Mais il nous faudrait encore 470 ans pour nous rendre sur cette planète, même si nous voyagions à la vitesse de la lumière, ce qui est impossible en raison des lois de la physique. Une énorme météorite entre dans notre atmosphère, provoquant une explosion aux proportions catastrophiques. Toutes les formes de vie sur Terre cessent d'exister. Une gigantesque vague de feu entoure la planète à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des cendres et de la poussière du paysage verdoyant. Mais ensuite, de nouveau, il y a une autre option pour le futur de notre planète. Le Soleil pourrait l'avaler. Waouh, c'est qui? Au cours de son évolution, notre étoile va continuer à croître. Je suis le seul à entendre cette voix? Jusqu'à ce qu'elle devienne si grosse qu'elle avale notre planète sans même s'en rendre compte. Eh mon pote, c'est ma vidéo. Je pense pas, non. Ok, je vais la partager avec toi. Mais ne nous projetons pas si loin dans le futur. Comme tu veux, mon pote. Et que penses-tu du fait que la Terre aura bientôt des anneaux? Comme Saturne? Presque. Les anneaux de Saturne sont faits de poussière et de glace. Oui, j'en ai entendu parler. Il y a des milliers d'années, quelque chose de vraiment mystérieux s'est produit sur l'orbite de Saturne. La gravité de la planète a détruit l'un de ses satellites. Oui, Saturne est une géante gazeuse. Elle est 95 fois plus lourde que la Terre, donc sa gravité est plus forte. Elle a attiré une petite lune de son orbite vers sa surface. Puis, elle a été détruite de l'intérieur par des forces de marée comme celles qui existent entre la Terre et la Lune. De nombreux fragments immenses sont restés sur l'orbite de Saturne. Certains scientifiques disent qu'il y a eu une collision de 2 lunes à cet endroit. Elles se sont écrasées l'une contre l'autre comme des boules de billard. Résultat, les 2 corps cosmiques se sont transformés en un tas de débris et de blocs de glace. Peu importe comment ils sont arrivés là, ces débris ont commencé à tourner autour de Saturne. Ils sont entrés en collision les uns avec les autres, se transformant en roches plus petites. Cela ressemblait à une sorte de mixeur cosmique. Les roches se sont progressivement transformées en poussière et d'énormes blocs de glace se sont transformés en petits cristaux.
En moyenne, ces objets sont proportionnellement équivalents à la taille d'un ongle humain par rapport à celle d'un bus scolaire. Et bientôt, des anneaux similaires vont apparaître autour de la Terre. Mais comment ? Je veux dire, nous avons la Lune, et il est difficile d'imaginer qu'elle puisse exploser un jour. De plus, nous n'avons pas d'autre Lune pour recréer la même collision dans notre orbite. Des débris spatiaux, nous en avons beaucoup. Nous avons commencé à lancer des vaisseaux spatiaux dans l'orbite terrestre vers 1957, et ça suit presque toujours le même scénario. Oui, une fusée est constituée de plusieurs parties, un propulseur ou même plusieurs. Le deuxième étage de la fusée et une cargaison qui est contenue dans une capsule à la fin de la fusée. Le propulseur pousse la fusée presque jusqu'à l'orbite, puis la désamorce. Le deuxième étage allume les moteurs et monte encore plus haut pour mettre la cargaison en orbite. Ensuite, le deuxième étage se détache également et la capsule de chargement libère le satellite ou la sonde spatiale dans l'espace. Oui, le premier et le deuxième étage de la fusée et la capsule cargo sont jetables. Cela signifie qu'ils restent dans l'orbite de la Terre. Au fil du temps, notre planète les attire. Ils entrent dans l'atmosphère et se consument à cause de la friction avec l'air. Mais de nombreux objets restent en orbite autour de notre planète pendant des décennies. En 2021, il y a environ 170 millions de débris spatiaux dans notre orbite. Il s'agit de parties de vaisseaux spatiaux comme les boulons utilisés pour déconnecter les étages de fusée. Il y a aussi d'anciens satellites artificiels, des satellites en fonctionnement, des engins spatiaux en état de marche et des débris liés à des collisions qui se sont déjà produites. Ah, j'en ai entendu parler. En 2009, 2 satellites sont entrés en collision l'un avec l'autre. Il y a eu d'autres collisions accidentelles auparavant, mais elles étaient beaucoup plus petites et entre des objets de taille différente. Oui, et ces fragments métalliques tranchants volent en orbite à une vitesse d'environ 10 km par seconde. Ils pourraient donc faire un voyage de New York à Londres en moins de 10 minutes. C'est à peu près la même vitesse que celle à laquelle volent nos fusées, et c'est environ 45 fois plus rapide que les avions commerciaux. Donc ces fragments ont beaucoup d'énergie. Lorsqu'ils entrent en collision les uns avec les autres, ils se brisent et deviennent plus petits. Tout comme les débris de Lune autour de Saturne. Exactement. Mais un tas de débris métalliques qui orbitent plus vite que la vitesse du son peuvent endommager notre vaisseau spatial, n'est-ce pas ? Oui, la Station spatiale internationale a déjà allumé ses moteurs pour manœuvrer une fois afin d'éviter une collision avec un nuage de débris spatiaux. Les pièces métalliques tranchantes peuvent endommager la coque de la station, voire la perforer. L'ISS, qui vaut environ 150 milliards de dollars, serait alors détruite. Donc, si nous continuons à jeter des débris en orbite, nous pourrions vraiment doter notre planète d'anneaux. Et ils seront visibles même pendant la journée. Ils reflèteront la lumière du soleil tout comme la Lune. Et si tu regardes par la fenêtre, tu verras de belles rayures interrompues par l'ombre que projette la Terre. C'est une vue incroyable. Veux-tu en voir une encore plus insolite ? Imagine que notre soleil augmente de 10 fois sa taille. D'abord, ce processus se produit en ce moment même. Notre étoile est une chaudière géante qui brûle de l'hydrogène. Elle se réchauffe continuellement et tous les milliards d'années, le Soleil devient 10% plus brillant et crée plus de chaleur. Il va chauffer davantage la Terre et finalement les océans et les mers de notre planète vont commencer à s'évaporer. D'épais nuages couvriront complètement le ciel, transformant la Terre en une serre géante. Notre maison ressemblera à Vénus. On dirait que l'humanité ne pourra plus vivre sur Terre. Que ferons-nous alors ? Nous chargerons tous les humains et les animaux dans des vaisseaux spatiaux et nous irons sur Mars. À ce moment-là, le Soleil aura bien réchauffé la planète. L'eau et le dioxyde de carbone présents dans les profondeurs de la planète commenceront à s'évaporer et à créer une atmosphère. Cela provoquera un effet de serre et réchauffera suffisamment la planète pour que tu puisses porter des shorts toute l'année. Et puis nous regarderons la Terre devenir un rocher sans vie avec des nuages acides comme Vénus depuis la surface de Mars. Oui, mais dans environ 7 milliards d'années, le Soleil commencera à se dilater encore plus et deviendra une géante rouge. Dans cette phase, il deviendra 256 fois plus grand que maintenant. Il engloutira donc complètement Mercure et Vénus. Et le bord de l'étoile se trouvera juste dans l'orbite de la Terre. Donc notre planète va juste se noyer dans le plasma chaud à la surface du Soleil ? Peut-être, mais quand une étoile brûle autant de combustible, elle perd du poids. Et donc le champ gravitationnel du Soleil s'affaiblira aussi. Donc il ne gardera plus les planètes du système solaire aussi près de lui. Peut-être que l'orbite de notre planète deviendra plus grande. Et alors, la Terre deviendra la première planète proche du Soleil. Certains scientifiques pensent qu'à ce moment-là, Titan, la lune de Saturne, pourrait acquérir les conditions nécessaires pour abriter les hommes et la vie.
Ensuite, le Soleil commencera à se débarrasser de ses couches supérieures, il perdra sa masse et sa gravité de façon spectaculaire. Cela plongera le système solaire dans le chaos. Certaines planètes vont entrer en collision les unes avec les autres. D'autres pourraient simplement s'envoler dans l'espace lointain et sombre. Ce serait un jeu de billard cosmique. Exactement. Et le stade final de la vie du Soleil sera une naine blanche. Alors notre étoile deviendra de la taille de la Terre. Les planètes qui ont survécu ne recevront plus assez de chaleur de la naine blanche, et sa lumière s'estompera progressivement sur des milliards et des trillions d'années. Un autre défi qui attend la Terre dans un futur lointain est à une échelle galactique. La collision de la Voie lactée et d'Andromède. Bingo! En ce moment, la galaxie d'Andromède se déplace vers nous à 100 km par seconde. Tu pourrais faire le tour du monde à cette vitesse en seulement 6 minutes. Tu peux déjà voir les étoiles et les gaz de la galaxie d'Andromède dans le ciel nocturne à l'œil nu, à 2,5 millions d'années-lumière de la Terre. Et dans 4 milliards d'années, les galaxies commenceront le processus de fusion. Personne ne peut être sûr à 100% de ce qui arrivera à la Terre. Cela pourrait être le chaos total, avec les étoiles et les nébuleuses des deux galaxies qui entreront en collision. Ensuite, des explosions de supernovas se produiront partout, comme des feux d'artifice. Mais cela dit, il est extrêmement improbable que cela se produise. La concentration d'étoiles et d'objets spatiaux dans les galaxies est très faible. Les distances qui les séparent sont gigantesques. C'est comme si tu prenais une poignée de sable et que tu la dispersais sur toute la planète. Le scénario le plus probable est qu'au moment où les deux galaxies entreront en collision, il n'y aura plus d'eau liquide sur la surface chaude de la Terre. Cela signifierait la fin de toute vie terrestre. Les scientifiques pensent que cela peut se produire dans environ 3,75 milliards d'années. Supposons que l'humanité soit confrontée à une énorme menace venue de l'espace. Une pieuvre géante arrive dans notre système solaire et mange Vénus, Mars, la Terre et toutes les autres planètes à l'exception de Saturne. Nous décidons donc d'aller nous installer sur cette planète aux anneaux gigantesques. Par chance, nous disposons déjà de la technologie nécessaire à un tel voyage. Nous embarquons dans nos vaisseaux géants et décollons vers Saturne. Vivre sur la planète elle-même est impossible, car elle n'a pas de sol à proprement parler. Nos vaisseaux ne pourraient pas y atterrir. Saturne est une boule de gaz géante 9 fois plus large que la Terre. À titre de comparaison, visualise une pièce de 5 centimes à côté d'une balle de baseball. En outre, son atmosphère se compose essentiellement d'hydrogène et d'hélium. Essayant d'atterrir, nous n'atteindrions jamais la terre ferme. Et plus nous nous enfoncerions, plus la pression augmenterait, nous réduisant finalement en miettes. Il ne nous resterait donc qu'une seule option, les fameux anneaux. Des particules de glace et de roches de différentes tailles qui tournent autour de la planète à une vitesse phénoménale. Il s'agissait à l'origine de comètes que la gravité de Saturne aura fait dévier de leur trajectoire avant de les broyer. En s'accumulant, ces fragments sont ensuite venus former les anneaux que tu connais si bien. Certaines de ces particules sont rapides, d'autres plus lentes. L'anneau D est le plus proche de la planète. Ensuite, il y a les anneaux C et B. Après ça, il y a un grand espace appelé division de Cassini. Les anneaux A, F, G et E se trouvent derrière. Cette classification nous permet de cartographier les anneaux. Nous en approchons donc, mais nous n'osons pas tout de suite y atterrir. Il faut d'abord y envoyer des robots à des fins d'analyse. Nous choisissons une zone à l'intérieur de l'anneau E. En fait, la distance entre les rochers est assez grande, et notre navette peut facilement se frayer un chemin. Il y a de minuscules particules, d'énormes rochers de la taille d'une maison et des comètes de la taille d'une montagne. Un premier robot fonce jusqu'à un gros rocher, mais un caillou gros comme une balle de baseball le pulvérise. Un autre robot se fait écraser entre deux rochers. Une pluie de stalactites surprend notre troisième robot qui n'y survit pas. Dans nos vastes ateliers, nous pouvons construire d'autres robots. Nous utiliserons à présent des matériaux plus résistants. De nouvelles capsules atteignent un autre rocher. Des particules viennent s'abattre sur elles, mais sans faire de dégâts. Nous parvenons donc à établir une petite station où nous pouvons nous installer. Mais très vite, un gros morceau d'astéroïde détruit notre projet. Il semble que nous devions changer de stratégie. Nous scannons le voisinage de l'anneau E et calculons les trajectoires de ces milliards de pierres. Au milieu du chaos, nous découvrons quelques cailloux qui, selon nos calculs, devraient rester intacts suffisamment longtemps.
Nous atterrissons sur ces gros rochers et commençons à nous y installer. Nous construisons des stations alimentées en électricité par de puissantes batteries. Saturne se trouve à une distance de 9,5 unités astronomiques du Soleil. Une unité correspond à la distance entre le Soleil et la Terre. Il fait donc assez froid sur Saturne. Voilà pourquoi elle est entourée de tant de glace. Comment obtenir l'énergie nécessaire pour la réchauffer? Nos grands vaisseaux n'y suffiront pas. Et des panneaux solaires seraient inefficaces. Nous sommes trop loin du Soleil. Nos scientifiques conçoivent donc un moyen de générer de l'énergie à partir de toutes ces particules. Comme avec un moulin, le vent entraîne ses ailes et le mouvement est converti en énergie. Nos ingénieurs construisent donc des panneaux afin de recueillir l'énergie des particules. Et leur vitesse ne ralentit jamais, car c'est la gravité de Saturne qui les fait tourner. Nous disposons donc d'une source d'énergie presque illimitée. Des plantes produisent de l'oxygène sur certaines stations grâce à la photosynthèse. Mais au lieu de la lumière du soleil, elles puisent leur énergie dans les ultraviolets. Ensuite, les gens remplissent de grands réservoirs qu'ils transportent jusqu'à leur domicile. Nous commençons à occuper les anneaux adjacents. Pas besoin d'utiliser beaucoup de carburant pour aller d'un endroit à un autre. Tu peux te poser sur un rocher, calculer sa trajectoire et attendre qu'il t'amène à l'endroit voulu. Ensuite, tu peux passer sur un autre rocher et ainsi de suite jusqu'à atteindre ta destination. De plus en plus de gens quittent leur vaisseau pour se rendre sur les anneaux. La vie s'améliore, mais certains souffrent de problèmes psychologiques. Ce mouvement constant dans le vide rend les gens un peu fous. Imagine-toi vivre sur un carrousel qui ne s'arrête jamais. Tu ne peux pas te rendre au supermarché quand tu veux, il faut attendre qu'il passe. On ne peut pas sortir se promener, même en combinaison spatiale, parce que tous ces cailloux volants sont dangereux. Et on ne peut pas faire de projet, car un morceau de glace peut nous tomber sur la tête à tout moment. Et les ordinateurs ne nous aident pas beaucoup. Ils ne peuvent pas calculer la trajectoire de tous ces corps spatiaux. Les rochers ont tendance à se fragmenter en des centaines de petits morceaux. De nouvelles comètes arrivent tout le temps et s'ajoutent aux anneaux. Tout cela nourrit un sentiment d'incertitude et d'anxiété. Et puis il fait sombre, froid, et on se sent très seul dans ces anneaux. Tu voulais construire une base sur un objet spatial? Ton meilleur ami a atterri sur un autre rocher distant de quelques kilomètres. Puis un morceau de glace a percuté son rocher, augmentant sa vitesse. Quelques jours plus tard, ton ami est déjà très loin. Et ça se produit en permanence. Le seul moyen de changer de vie est de s'installer sur l'une des lunes de Saturne. La planète en compte 83. On en a déjà identifié et nommé 63 et nous suspectons l'existence de 20 lunes de plus. Chacune est un monde unique. Certaines pourraient même être habitables. La meilleure candidate est Titan. Il y a peut-être de l'eau sur ce satellite et sa pression atmosphérique n'est qu'une fois et demie supérieure à celle de la Terre. Son atmosphère se compose d'azote et d'un peu de méthane, ce qui forme un smog de carbone dans ses couches supérieures. Pour cette raison, nous ne pouvons pas étudier cette lune depuis la Terre, mais Titan orbite loin des anneaux de Saturne. Cela signifie que l'on pourrait y mener une vie tranquille. Il y a aussi le satellite Phébé, couvert de cratères comme notre Lune. Ce corps céleste géant ressemble à une météorite. Les gens ont donc l'embarras du choix quant à l'endroit où commencer leur nouvelle vie. En quelques centaines d'années passées sur nos vaisseaux près de Saturne, nous en apprendrions beaucoup sur ces satellites. Alors pourquoi avoir essayé de vivre sur les anneaux? Pourquoi ne pas avoir tout simplement atterri sur l'une des lunes? Parce que cette vidéo serait moins amusante et beaucoup plus courte. Et si nous étions nés dans les anneaux de Saturne? Disons qu'une météorite massive contenant de l'eau gelée a été happée par la gravité de la planète. Dans la glace se trouvaient des formes de vie très simples. Et cette vie a commencé à évoluer. Imaginons que le gros rocher ait réussi à rester intact pendant des centaines de millions d'années. À un moment, les humains seraient apparus. Bien sûr, ils seraient très différents. Tout d'abord, la force gravitationnelle y est moindre. Ils seraient donc plus grands, mais moins forts. Leur peau serait pâle à cause du manque de lumière, mais très résistante en raison du froid. Les particules de glace et tout le sable volant dans l'espace rendraient leur peau dure et rugueuse. Vêtus d'une telle armure organique, sans pesanteur, ils sauteraient d'un rocher à l'autre à la recherche d'eau et de nourriture.
D'ailleurs, ce serait là le principal problème. Comment les gens survivraient-ils sans oxygène dans le vide de l'espace? Où trouveraient-ils de quoi manger? Les anneaux de Saturne sont un endroit plutôt dangereux. Si même une forme de vie très simple ne peut y survivre, comment l'être humain le pourrait-il? Par conséquent, même en théorie, la présence d'animaux évolués y est impossible. La Terre n'est pas plate, mais Jupiter aurait pu l'être. Au lieu de grandes sphères rondes, les géantes gazeuses de notre système solaire ont peut-être commencé leur vie en n'étant que de simples crêpes. Jupiter était l'une de nos plus anciennes voisines. Elle a 4,6 milliards d'années, tout comme notre Soleil. Et lorsqu'elle était encore jeune, elle s'est probablement formée dans un disque protoplanétaire. Tout commence avec les étoiles. Lorsqu'une étoile se forme encore, elle ne ressemble pas à un objet rond. C'est plutôt comme un grand disque de matière. À ce stade, soufflent des vents chauds composés de particules chargées. La poussière de ce disque contient des éléments comme le carbone et le fer. Certains d'entre eux entrent en collision et demeurent ensemble, formant de plus grands objets. La poussière se transforme en cailloux, les cailloux se transforment en roches, et les roches se heurtent les unes aux autres, devenant de plus en plus grandes. Le gaz présent dans le disque aide tous ces morceaux solides à s'agglutiner. Certains se détachent, mais d'autres restent ensemble. Et ce sont eux qui deviennent la base des planètes. On les appelle des planétésimaux. Même des géantes gazeuses comme Jupiter ont commencé comme de minuscules particules de poussière, plus petites qu'un cheveu humain. Finalement, elles ont constitué leur propre disque de matière. Puis, elles ont commencé à tourner autour de notre Soleil, grandissant à mesure qu'elles accumulaient du gaz et des roches comme une grosse boule de neige. Les géantes gazeuses sont particulières. Elles sont nées des parties les plus froides du disque. Dans ces régions froides, les molécules sont plus lentes, ce qui les rend plus faciles à capturer. L'eau peut ainsi geler, et de minuscules morceaux de glace se coller ensemble et se mêler à la poussière. Ces boules de neige sales se rassemblent et forment ensuite les noyaux de vastes planètes comme Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Dans les régions plus chaudes, proches de l'étoile, des planètes telluriques comme Mercure, Vénus, la Terre et Mars commencent à se former. Après la naissance des géantes de glace, il ne restait plus beaucoup de gaz pour ces petits corps célestes, et il pourrait falloir des dizaines de millions d'années pour que de telles planètes se forment après la naissance d'une étoile. Notre Soleil grandissait en même temps, aspirant le gaz proche et repoussant encore plus loin les objets lointains. Après des milliards d'années, le disque a complètement changé, se transformant en une étoile sphérique avec un tas de planètes géantes et naines, d'astéroïdes, de lunes, de météoroïdes et de comètes alentour. Récemment, des simulations ont montré que ces protoplanètes, comme on appelle ces premiers conglomérats de poussière, ne commençaient pas par ressembler aux planètes que nous connaissons. Dans le cas des géantes gazeuses comme Jupiter, elles ressembleraient davantage à des boules écrasées ou à des M&M's. Lorsque le Soleil était encore jeune, le disque de gaz et de poussière qui l'entourait s'est refroidi et est devenu instable. Il a commencé à se fragmenter en gros morceaux. Ceux-ci se sont rassemblés sous l'effet d'une gravité implacable pour créer Jupiter. Puis elle est devenue une géante gazeuse de forme sphérique au fil du temps. Quantité d'anomalies peuvent se produire pendant ce processus de formation des planètes. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Vénus ou Uranus tournaient dans le sens inverse? Habituellement, lorsque des choses se forment à partir d'un disque de gaz en rotation, elles ont tendance à tourner dans le même sens. Si vous faites tourner un tas de balles attachées à une ficelle, par exemple, elles tourneront toutes de la même manière. Donc, théoriquement, toutes les planètes devraient également tourner dans la même direction. Mais il y a aussi beaucoup d'objets qui se déplacent rapidement dans notre système solaire, comme les comètes et les astéroïdes. Lorsqu'ils entrent en collision avec les planètes, surtout pendant leurs premiers jours, cet impact peut les amener à tourner dans le sens opposé. Vénus et Uranus ont probablement survécu à une collision de grande ampleur. Heureusement, elles n'ont pas été éjectées dans l'espace lointain, la gravité du Soleil et des planètes voisines les ayant maintenues à leur place. Il existe également ce qu'on appelle des planètes verrouillées gravitationnellement. Ce sont des corps célestes, qui tournent de sorte qu'un même côté fait toujours face à leur étoile, tandis que l'autre demeure dans une obscurité perpétuelle. Ainsi, un côté est toujours très chaud, tandis que l'autre est extrêmement froid.
Si nous vivions sur une telle planète, nous ne pourrions exister que sur une fine bande entre ces deux extrêmes. Ces planètes se forment lorsqu'elles sont très proches de leur astre. Les forces gravitationnelles à l'œuvre sont intenses et, avec le temps, ralentissent la rotation de la planète jusqu'à ce qu'elle corresponde au temps qu'elle met pour orbiter autour de son étoile. Imaginez que vous tourniez sur votre chaise. Quelqu'un s'approche de vous et, tenant votre chaise de ses mains, commence à tourner avec vous. De cette façon, vous vous ferez face en permanence. Les planètes en rotation synchrone fonctionnent un peu de cette manière. Notre Lune se trouve d'ailleurs en rotation synchrone avec la Terre. C'est pourquoi nous n'en voyons qu'un seul côté. Nous avons découvert plus de 5000 exoplanètes en dehors de notre système solaire. Certaines d'entre elles ont des orbites très étranges. Il y en a, par exemple, qui présentent des orbites incroyablement longues. Des milliers d'années pour effectuer une seule révolution autour de leur étoile. Ou des orbites très inégales, semblables à celles des comètes. Ou encore ces planètes que l'on nomme Jupiter chaud, qui sont très proches de leur astre, bien plus proches que Mercure ne l'est de notre Soleil. Mais ces planètes n'auraient pas pu se former là où elles se trouvent maintenant. À mesure que leur système solaire évoluait, elles ont, pour une raison ou pour une autre, changé de position. Ce réagencement est appelé migration planétaire. Il existe 3 façons dont cette migration peut se produire. Tout d'abord, en raison du gaz et de la poussière en rotation autour de la planète. Lorsqu'une planète entre en collision avec cette matière, cela peut créer des motifs en spirale dans le gaz. Ces motifs peuvent soit rapprocher la planète du centre, soit l'éloigner, selon la façon dont ils se mélangent. On appelle ça une migration de type I. C'est ce qu'a vécu Jupiter lorsqu'elle s'est rapprochée du Soleil il y a des milliards d'années. Et ceci explique également l'existence des Jupiters chauds. Deuxièmement, les grandes planètes peuvent bousculer les plus petites, modifiant leur trajectoire. Et troisièmement, la gravité de l'étoile peut attirer la planète, rendant son orbite circulaire. Avez-vous déjà entendu parler des planètes errantes? Imaginez une planète solitaire, flottant dans l'immensité de l'espace sans être rattachée à la moindre étoile. Ce sont les nomades errants de notre galaxie, condamnés à errer éternellement. Et il y en a tellement. Il pourrait exister plus de planètes en liberté que de planètes liées à une étoile. Nous parlons là de milliers de milliards de corps vagabonds dans notre seule voie lactée. Il n'est pas rare qu'ils soient aussi massifs que notre plus grande planète, Jupiter, mais la plupart auraient une taille plus comparable à celle de la Terre. Il en existe même qui pourraient avoir une atmosphère épaisse capable de les garder au chaud. Quoiqu'ils soient loin de toute étoile. Certaines de ces planètes pourraient avoir des aurores à couper le souffle, tandis que d'autres pourraient être entourées de lunes comportant de l'eau liquide, un havre potentiel pour la vie. Il y a même une chance qu'elles puissent abriter une vie extraterrestre. Ces planètes pourraient heurter d'autres étoiles, ou même des systèmes planétaires entiers lors de leur course folle à travers l'espace. Parfois, elles peuvent être capturées par la gravité d'une étoile pendant un certain temps, avant d'être à nouveau éjectées dans l'espace. Mais comment naissent-elles? Parfois, au cours de ce processus chaotique de formation, toutes les planètes ne parviennent pas à rester près de leurs étoiles parentes. Certaines d'entre elles sont expulsées de leur système solaire, en raison de la puissante attraction gravitationnelle d'autres planètes ou d'étoiles de passage. Ces planètes éjectées deviennent alors des planètes vagabondes. En 2012, des astronomes ont découvert un système solaire datant du commencement de l'univers. Ce système comprend une étoile et 2 planètes. On l'a surnommé « système fossile ». Son étoile est incroyablement ancienne, soit environ 13 milliards d'années, presque aussi vieille que notre univers lui-même. Ce système est principalement composé d'hydrogène et d'hélium. C'est inhabituel car les planètes se forment généralement à partir de nuages de gaz contenant des éléments plus lourds. C'est alors que nous avons compris que la façon dont les planètes se formaient auparavant était différente de la façon dont elles se forment aujourd'hui. Nous savons que les étoiles contenant le plus de métaux sont les plus susceptibles d'avoir des planètes. En langage astronomique, métaux signifie tout élément chimique autre que l'hydrogène et l'hélium. Mais dans l'univers primitif, il n'y avait pas beaucoup d'éléments lourds. La plupart d'entre eux ont été créés à l'intérieur des étoiles et se sont ensuite dispersés dans l'espace lorsque celles-ci ont explosé. Alors, quand les toutes premières planètes se sont-elles formées? Ce système nouvellement découvert aide à répondre à cette question. Ces 2 planètes géantes sont en orbite autour d'une étoile.
qui est incroyablement pauvre en métaux et extrêmement vieille. Ce devrait être rarissime, voire impossible, mais elles existent pourtant. Cela signifie peut-être qu'il y a plus de planètes dans des systèmes pauvres en métaux que nous ne le pensions. Les étudier nous aidera à en apprendre davantage sur la formation des planètes. Si tu as déjà vu des photos prises depuis un vaisseau spatial ou depuis la Station spatiale internationale et qui montrent des corps célestes éclairés par le Soleil, comme la Terre ou la Lune, tu as peut-être remarqué quelque chose qui cloche. L'espace semble trop vide. Il manque un magnifique arrière-plan rempli d'étoiles. Il semble qu'il serait très ennuyeux d'aller observer les étoiles directement depuis l'espace, puisque le ciel est toujours si sombre. Pendant la journée, le ciel au-dessus de nos têtes est bleu à cause de la diffusion de la lumière. Cela se produit lorsque la lumière du Soleil traverse l'atmosphère. Mais situé sur la Lune ou ailleurs dans l'espace, il n'y a pas d'atmosphère pour diffuser cette lumière. C'est pourquoi le Soleil semble toujours noir. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a moins de lumière. Si tu jetais un coup d'œil à travers un hublot de la station spatiale, tu verrais autant de lumière solaire directe que si tu regardais par la fenêtre de ton appartement pendant une journée sans nuages, peut-être même plus. Lorsque tu prends une photo par une journée ensoleillée, tu utilises probablement une courte exposition, ainsi que le réglage d'ouverture étroit de ton appareil photo. De cette façon, seule une courte rafale de lumière entre dans l'objectif. Le même principe s'applique lorsque nos pupilles se contractent à la lumière du soleil pour ne pas avoir à gérer une trop grande quantité de lumière. Et comme il fait tout aussi clair là-haut dans l'espace, le processus est le même lorsque tu prends des photos d'objets éclairés par le soleil. En utilisant une exposition courte, tu peux obtenir de bonnes photos lumineuses de la Terre ou de la surface de la Lune. Mais cela signifie aussi qu'il n'y aura pas d'étoiles sur la photo. Même là-haut, les étoiles sont relativement ternes. Elles n'émettent pas assez de lumière pour apparaître sur les photos prises avec de tels réglages. Notre planète a un ciel bleu qui se transforme lentement en une magnifique palette rouge-orangé au crépuscule et inversement à l'aube. Mais si tu as un jour l'occasion d'observer un coucher de soleil sur Mars, tu dois t'attendre à l'inverse, un ciel diurne orange-brun qui prend une teinte bleutée au coucher du soleil. Tout d'abord, Mars est plus éloigné du soleil que notre planète. Donc, lorsque tu regardes le soleil depuis la surface martienne, il a l'air plus terne et plus petit. Et ce n'est pas tout. Le soleil observé depuis Mars n'est qu'un point blanc bleuté entouré d'un halo bleu. La fine atmosphère de la planète rouge contient de grandes particules de poussière, qui créent un effet appelé diffusion de mie. Cela se produit lorsque le diamètre des particules dans l'atmosphère est presque le même que la longueur d'onde de la lumière diffusée. Cet effet filtre la lumière rouge des rayons du soleil. Ainsi, seule la lumière bleue atteindrait tes yeux sur Mars. Comment se fait-il que la Terre n'ait pas d'anneau ? Toutes les géantes gazeuses de notre système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, ont de tels anneaux, alors que les planètes telluriques, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, n'en ont pas. Il existe deux théories sur la façon dont les anneaux peuvent apparaître autour d'une planète. Ils pourraient n'être que des restes de matériaux datant de l'époque où la planète se formait. Ou bien ils pourraient être les restes d'une lune qui a été détruite par une collision avec un corps spatial ou déchirée par la forte attraction gravitationnelle de sa planète mère. Les géantes gazeuses se sont formées dans les régions extérieures de notre système solaire, tandis que toutes les planètes telluriques se trouvent dans la partie intérieure. Alors, peut-être que les planètes intérieures étaient mieux protégées des collisions potentielles qui auraient pu former leurs anneaux. Il y a aussi plus de lunes dans les régions extérieures de notre système solaire, ce qui pourrait être une autre raison pour laquelle les planètes qui s'y trouvent ont des anneaux. De plus, les planètes plus grosses ont une gravité plus forte. Cela signifie qu'elles peuvent maintenir leurs anneaux stables après leur formation. Certains experts pensent que la Terre avait un système d'anneaux il y a longtemps. Un objet de la taille de Mars a pu entrer en collision avec notre planète mère, ce qui a probablement créé un anneau dense de débris autour d'elle. Certains scientifiques pensent que ces débris n'ont pas formé un anneau, mais ce que nous connaissons aujourd'hui comme la Lune. Une planète géante se cache probablement au bord du système solaire, bien au-delà de Neptune. Les scientifiques ont baptisé ce mystérieux monde hypothétique la planète 9. Si elle existe vraiment, elle est probablement similaire à Uranus ou Neptune et 10 fois plus massive que notre planète. Elle tourne probablement autour du Soleil, mais dans les confins du système solaire, environ 20 fois plus loin que Neptune. Une autre théorie intéressante stipule que la planète 9 pourrait en fait être un trou noir de la taille d'un pamplemousse, qui déforme l'espace comme le ferait une grande planète. Alors que nous pensions autrefois que l'eau était une substance rare dans l'espace, elle existe en réalité partout dans notre système solaire. Par exemple, on peut en trouver dans les astéroïdes et les comètes, ainsi que dans les cratères de la Lune et de Mercure.
Nous ne savons toujours pas s'il y a assez d'eau pour faire vivre d'éventuelles colonies humaines si nous décidions de nous y installer. Mais une certaine quantité d'eau est certainement présente là-bas. Mars abrite aussi de l'eau au niveau de ses pôles. Elle est principalement cachée dans les couches de glace et probablement sous la surface poussiéreuse de la planète. Europe, la lune de Jupiter, a aussi de l'eau. C'est la candidate la plus probable que nous connaissions pour accueillir la vie en dehors de la Terre. Il y a probablement tout un océan d'eau liquide sous sa surface gelée, et il pourrait d'ailleurs contenir 2 fois plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis. Neptune est étonnamment chaude, même si elle est 30 fois plus éloignée du Soleil que notre planète et reçoit moins de lumière solaire et de chaleur. Mais elle émet beaucoup plus de chaleur qu'elle n'en reçoit. Son atmosphère est aussi beaucoup plus active qu'on ne le pensait, surtout si on la compare à sa voisine, Uranus. Ces 2 planètes émettent la même quantité de chaleur, même si Uranus est beaucoup plus proche du Soleil. Mais personne ne sait pourquoi. Neptune a aussi des vents extrêmement forts qui peuvent atteindre une vitesse de 2400 km/h. Pourrait-il être responsable de cette chaleur? Ou peut-être est-ce à cause du noyau de la planète? Ou de sa force gravitationnelle? Un trou noir monstrueux fonce dans l'espace à une vitesse de 8 millions de km/h. Les scientifiques l'ont localisé grâce au télescope spatial Hubble. Ils pensent qu'il pèse autant qu'1 milliard de soleils. Il était censé rester à sa place au centre de sa galaxie d'origine, mais des forces gravitationnelles le poussent dans tous les sens. À un moment donné, ce trou noir va se libérer de sa galaxie et continuer à errer dans l'univers. Heureusement, il est encore à 8 milliards d'années-lumière de nous. Les tempêtes solaires sont si puissantes qu'elles pourraient nous plonger dans le noir complet. En juillet 2012, la tempête solaire la plus puissante des 150 dernières années a manqué la Terre de peu. Les éjections de masse coronale, ou CME, sont de grandes bulles de gaz ionisées. Elles ont traversé notre orbite à l'époque. Si elles avaient eu notre planète pour cible directe, nous aurions fait face à de la matière solaire fonçant vers la Terre, endommageant les ordinateurs et provoquant des pannes de courant qui auraient duré des mois. Une tempête solaire surprise nous a frappé le 25 juin 2022. Un photographe a même réussi à capturer de superbes aurores lumineuses qui ont traversé le ciel de l'aube à Calgary, au Canada, et qui ont duré 5 minutes. Elles ont été provoquées par la tempête. Les étoiles vampires existent vraiment. Elles font partie d'un système d'étoiles binaires, et elles peuvent littéralement aspirer la vie de l'autre étoile du système, afin de continuer à brûler plus longtemps. Le principe est simple. Une étoile plus petite et de plus faible masse vole le carburant hydrogène de sa sœur pour augmenter sa propre masse. Cette étoile vampire devient alors plus chaude. De plus, sa couleur passe au bleu vif. Ainsi, elle a l'air beaucoup plus jeune. La couleur de l'univers est surnommée l'AT cosmique. La lumière provenant des galaxies et des étoiles qui s'y trouvent, ainsi que des nuages de gaz et de poussière dans l'univers observable, a une couleur spécifique. C'est une teinte ivoire assez proche du blanc. L'univers est beige car il y a davantage de zones qui produisent de la lumière verte, jaune et rouge que de zones qui émettent du bleu. Voici John. John semble attirer le mauvais temps et toutes sortes de catastrophes naturelles partout où il va. Un jour, John remarque que son chien est agité. Le toutou n'arrête pas de gratter sur la porte d'entrée et de s'agiter dans la maison. Il essaye même de se cacher dans un coin en hurlant et en aboyant. Lorsque des tasses commencent à tinter dans l'armoire, John comprend ce que cela signifie. Le bruit est produit par des chocs précurseurs, des mini-séismes qui précèdent l'événement principal. Les tremblements de terre se produisent souvent en grappe. Après quelques faibles tremblements de terre, il est probable qu'un plus gros soit en préparation. Précédant la catastrophe, on peut aussi remarquer des lumières bleues bizarres. Certaines d'entre elles semblent sortir du sol, d'autres planent dans les airs. Ce sont des lumières de séisme. Elles peuvent apparaître plusieurs jours ou quelques secondes avant que le sol ne commence à trembler. Maintenant, John marche le long du rivage de l'océan. Soudain, il voit l'eau se retirer de la plage à une vitesse fulgurante. John, mon ami, fuit aussi vite que possible et trouve un point en hauteur. Un tsunami arrive, et ta vie pourrait dépendre de la rapidité de ta réaction. Si John repère une élévation inattendue du niveau de la mer, cela peut être un autre signe de l'approche d'un tsunami. Cela se produit dans 40% des cas. L'eau qui arrive est la première vague du tsunami. La deuxième, beaucoup plus grande, arrivera environ 10 minutes plus tard. John peut aussi remarquer que l'eau de mer bouillonne, tourbillonne et crée des motifs bizarres. C'est un autre signe certain qu'un tsunami est proche.
Maintenant, John a l'impression que quelque chose cloche avec le soleil. À travers ses lunettes de soleil spéciales très polarisées, il voit qu'il y a des éruptions irrégulières autour du contour de l'étoile. Si ces rayons bizarres sont accompagnés d'aurores dans le monde entier, ils sont le signe d'une tempête solaire. Ces tempêtes sont généralement causées par des perturbations du champ magnétique du soleil. Dans ce cas, les explosions de gaz et de radiation à la surface du soleil deviennent si massives et puissantes qu'elles peuvent même atteindre notre planète. Heureusement, les tempêtes solaires ne sont pas vraiment dangereuses pour les gens, mais elles peuvent perturber le réseau électrique et même provoquer des pannes. Le ciel au-dessus de la tête de John s'assombrit et devient sinistrement vert. Quelque chose le frappe sur le front. Aïe! Il ramasse l'objet en question, c'est un grelon. Pourtant, il ne fait pas si froid dehors et il ne pleut pas. Bientôt, il entend un bruit qui s'approche rapidement et se transforme en un fort rugissement. On dirait qu'un train de marchandises fonce vers lui. Mais ce n'est pas un train, c'est une tornade. L'entonnoir n'est pas visible derrière un nuage de débris, mais John ne peut pas confondre cette colonne d'air en rotation avec autre chose. Tu es sur la route, John? Alors éloigne-toi le plus possible de ta voiture. Vite, trouve un fossé, allonge-toi dedans et couvre-toi la tête. Tu es en intérieur? Alors éloigne-toi des fenêtres et descends au sous-sol si possible. Et s'il te plaît, fais très attention si tu aperçois des nuages de forme conique. Ceci signifie de violentes tempêtes. Et si tu remarques qu'un tel nuage commence à tourner sur lui-même, cherche immédiatement un abri. Cherche immédiatement un abri. Le nuage est en train de se transformer en tornade sous tes yeux. La bonne nouvelle, c'est que John ne doit s'inquiéter que des nuages coniques chauds, car les nuages froids sont totalement inoffensifs. Le seul problème, c'est qu'il faut pouvoir déterminer la température du nuage rien qu'en le regardant. Tiens, John vient de repérer des arbres aux formes étranges. Ils ressemblent à la lettre J et poussent sur une pente. Cela signifie que le sol sous les pieds de John est probablement instable. S'il continue à marcher ici, cela pourrait provoquer un dangereux glissement de terrain. Les vagues carrées apparaissent lorsque deux formes de vagues différentes s'écrasent l'une contre l'autre. Ce phénomène est plutôt beau à voir, mais non, ne va pas dans l'eau, John. Continue à le regarder depuis la rive. Les courants croisés à cet endroit peuvent facilement entraîner même le nageur le plus expérimenté sous la surface. John continue de marcher le long de la rive. À un moment donné, il voit des vagues violentes et agitées transportant des débris océaniques et des algues. Cette fois, il reste hors de l'eau. Il sait que cela peut être le signe d'un fort courant de retour qui peut emporter un nageur très loin au large. Que dirais-tu maintenant d'une promenade dans le parc? John aime cette idée. Le soleil brille et le ciel est si bleu. Soudain, il aperçoit un nuage vertical qui grandit rapidement. Au début, il semble d'un blanc éclatant, mais à mesure qu'il s'approche, à une vitesse alarmante, il devient dense et couleur d'encre. Le ciel s'assombrit, il commence à y avoir du vent. C'est alors que John remarque que ses cheveux se dressent sur la tête. C'est le signe qu'il est sur le point d'être frappé par la foudre. À ce moment précis, des charges positives s'élèvent de son corps. Elles se dirigent vers la partie chargée négativement de l'orage. S'il ne réagit pas rapidement, ces charges vont se rencontrer. Il n'y a nulle part où se cacher. Alors John doit s'accroupir et essayer de se rendre plus petit que les objets qui l'entourent. Oh non, John, ne t'allonge pas sur le sol. Il est peut-être humide et par conséquent conducteur d'électricité. Il y a d'autres signes qui indiquent le danger pendant un orage électrique. Les paumes de John peuvent commencer à transpirer. Il peut entendre des craquements et des bourdonnements bizarres provenant d'objets métalliques à proximité. Sa peau peut commencer à picoter. Il peut ressentir un étrange goût métallique dans sa bouche. De plus, il est probable que John sente une odeur de chlore, qui est celle de l'ozone. Les charges électriques divisent les molécules d'azote et d'oxygène, qui sont les principaux gaz composant l'atmosphère, en atomes séparés. Lorsque ces atomes se réunissent à nouveau, certains d'entre eux produisent des molécules composées de 3 atomes d'oxygène. C'est l'ozone. On peut en sentir l'odeur pendant un orage, car les courants descendants amènent ce gaz des hautes altitudes à notre niveau. Certains insectes peuvent sentir un orage arriver. Ils se préparent à la catastrophe naturelle en se figeant. Alors, quand John remarque que les insectes autour de lui ont l'air de somnoler, il sait qu'il doit se préparer. Oh, et les abeilles peuvent prédire les fortes tempêtes de pluie. Elles se mettent à travailler beaucoup plus dur la veille du jour où il commence à pleuvoir. Alors qu'il se promène près de la rivière pendant une période de forte pluie, John entend un rugissement. Il est paralysé par la peur. Il s'agit probablement d'une crue soudaine qui se dirige dans sa direction. En effet, il voit bientôt des débris descendre avec le courant. L'eau change rapidement de couleur, devenant boueuse et foncée. Les crues éclairs sont très dangereuses.
Alors mets-toi tout de suite à l'abri, Johnny. Un autre jour, John voit un spectaculaire nuage mural. Il semble s'étendre sur 8 km. Dans le meilleur des cas, il s'agit simplement d'une tempête violente qui arrive. Mais si le nuage mural commence à se déplacer en cercle, c'est le signe certain d'une tornade. John marche sur un champ de glace dans la montagne, écoutant les sons que fait la glace sous ses pieds. Le bruit est plutôt creux. Vite, John, vérifie s'il y a des fissures autour de tes empreintes de pas. Si c'est le cas, il y a de fortes chances qu'une avalanche soit sur le point de se produire. Bientôt, John voit effectivement une avalanche se déplacer dans sa direction. Il fait de son mieux pour quitter la pente. Dans la plupart des cas, il pourrait probablement la distancer en se dirigeant vers le bas de la pente, puis en se dirigeant sur le côté. Mais pas cette fois. Il réalise qu'il n'a pas assez de temps et se dirige vers l'arbre le plus proche. Si John s'y accroche très fort, l'avalanche ne l'entraînera peut-être pas. Mais si cela ne fonctionne pas, il doit essayer de nager jusqu'à la surface de l'avalanche tant qu'elle est encore en mouvement. Par une belle soirée d'été, John remarque que des feuilles aux tiges souples s'affaissent tout à coup. Ah, c'est peut-être à cause d'une tempête à venir. Juste avant l'arrivée d'une tempête, l'air devient généralement plus humide, les feuilles deviennent aussi humides et lourdes et le vent les retourne facilement. John vit dans une assez vieille maison et est habitué à voir des fissures dans les murs intérieurs. Mais un jour, il remarque que certaines d'entre elles se sont élargies. Et regarde, il y en a aussi des nouvelles. C'est un signal d'alarme. Il vit dans une région très calcaire, donc de nouvelles fissures peuvent signifier qu'un gouffre est sur le point de s'ouvrir à côté de sa maison. John se dépêche de rentrer chez lui en essayant de ne pas perdre de temps à admirer les nuages accrus. Il semble tout droit tiré d'un film de science-fiction. Il se forme lorsque de l'air chaud et humide est pris dans un courant ascendant d'orage. Et ces nuages de mauvais augure signifient le plus souvent qu'une tempête se prépare.